Bonjour, merci de m'accueillir, tout d'abord. Et puis merci au docteur Delphine Garrigue et au docteur Pauline Devauchel d'avoir participé à mon accueil à ce petit pas de côté. Donc, je suis directeur d'hôpital au CHU de Lille, en charge de l'ensemble des soins critiques du CHU, donc plus précisément les pôles d'anesthésie et réanimation médecine opératoire, les pôles de l'urgence et le pôle de médecine intensive et réanimation. Et donc, on avait pour objectif de déployer effectivement ce numéro d'urgence vitale intra-hospitalière le 22-22 au CHU de Lille. Je voudrais essayer ici de voir avec vous, d'observer les limites, parce qu'il y en a eu, les leviers, et puis de voir un peu comment on peut décliner ce processus à l'échelle d'autres établissements. On va se demander où est-ce qu'on va, ça va être rapide puisque les présentations d'avant l'ont bien montré. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est de déployer évidemment ce numéro-là, le 22-22, recommandé par l'ensemble des sociétés européennes qui ont été mentionnées plus avant. Pour les établissements en France, ce qui nous intéresse aussi, quand il n'y a pas d'obligation légale, comme c'était mentionné par le Dr Whitaker, c'est les autres leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour trouver des arguments. Et donc, la dernière version du manuel de certification des établissements par la Haute Autorité de Santé fait du déploiement d'un numéro unique dans nos établissements un critère impératif de certification, ce qui fait que beaucoup d'établissements ont accéléré ce genre de déploiement dans les 2 dernières années. On s'est appuyé évidemment sur les travaux de l'opération Code Bleu et sa déclinaison à l'échelle européenne. D'où est-ce qu'on part? Dans un établissement comme le CHU de Lille, on est un établissement frontalier, on y voit un intérêt aussi par rapport aux échanges qu'on peut avoir, notamment avec la Belgique et plus ou moins avec l'Angleterre. Donc le zoom sur la carte qui était présentée tout à l'heure à l'échelle mondiale nous montre qu'en France, on a encore énormément de chemin à faire. Les rares pastilles vertes qu'on voit sur le territoire national, donc pour les établissements qui ont déployé le 22-22, ce sont les hôpitaux d'instruction des armées et 1 ou 2 structures privées, mais de manière très marginale. Et vous voyez un peu le NHS et son effort de déploiement sur leur territoire. Donc le CHU de Lille, de par sa position aussi de grand CHU à l'échelle du territoire français, peut avoir un rôle moteur pour emmener d'autres établissements à titre d'exemple. On part d'un établissement alors très particulier. Effectivement, ce que je vais vous présenter là n'est pas forcément transposable dans toutes les institutions. Nous, on a 11 hôpitaux, enfin 10 qui sont sur un même site et un peu plus éloigné dans le centre-ville. On est sur une très grosse structure, mais qui a l'avantage ou l'inconvénient parfois d'être regroupé sur un même campus. Et donc, l'ensemble de la structure se décompose ainsi, pour ceux qui ne connaissent pas, avec des établissements d'hospitalisation, on va dire, un peu plus importants que d'autres, qui avaient l'avantage de posséder en leur sein une équipe d'urgence vitale intra-hospitalière déjà constituée et déjà dédiée. Sauf que ça donnait à peu près ça comme numéro d'appel d'urgence. Donc sur un site de 700 ou 800 lits, on pouvait avoir 1 ou 2 numéros à connaître assez précisément, suivant les spécificités, suivant ce pourquoi on voulait appeler. Donc des structures d'unités d'accueil de déchocage chirurgical, de déchocage médical, des structures de soins intensifs, des anesthésistes de garde ou des réanimateurs de garde. Reste aux équipes essentiellement paramédicales, qui sont les premiers utilisateurs de ces numéros d'appel d'urgence, reste aux équipes à mémoriser ces numéros et à réapprendre le nouveau lorsqu'ils changent de site au sein du même campus. Et puis, n'oublions pas les sites, on va dire, de moindre importance ou de moindre taille, qui n'ont pas d'équipe au sein même du bâtiment et qui sont donc renvoyés vers un appel SAMU. Les procédures qui vont avec, il y en avait un peu de toutes sortes, avec un numéro à appeler en semaine de 8h à 18h, il faut aller voir derrière le bureau de l'hôtesse, il faut redemander à l'interne, il faut vérifier, etc., etc. Je pense que vous connaissez ça très bien également. Donc d'où est-ce qu'on part? On part quand même, comme je le disais, d'une organisation qui était déjà existante. Le but, c'est pas non plus de tout changer, il y a quand même des choses sur lesquelles s'appuyer et qu'il faudrait pouvoir conserver.
On avait des équipes dédiées, d'anesthésistes ou de médecins réanimateurs, d'intensivistes, sur les principaux sites d'hospitalisation. On avait un numéro, alors par équipe, c'est déjà ça. Il était accessible 24/24, il permettait de joindre directement un médecin senior, et on avait des équipes médicales et paramédicales qui pouvaient se libérer et intervenir à tout moment en cas d'appel. Le cahier des charges qu'on s'est donné pour mettre en place le 22-22, c'était de faire le numéro unique sur l'ensemble du campus, de pouvoir diriger les appels des téléphones fixes et les DECT ou TSI, voilà, des téléphones portables en interne à l'établissement, par secteur géographique, de pouvoir utiliser ces téléphones mobiles internes qui, par nature, sont mobiles, et de conserver l'organisation de prise en charge des urgences vitales existantes. Donc ça, c'est très important. On ne remet pas en question la pratique d'intervention des équipes d'urgence vitale intra-hospitalière, on leur donne juste un nouveau moyen, un moyen différent d'exercer cette pratique. Très important, le rappel de la définition de la prise en charge des urgences vitales, ça a été dit et redit juste avant moi, c'est des équipes qui sont appelées pour un peu tout et n'importe quoi, à partir du moment où on sait qu'on peut les solliciter 24 heures sur 24 et à tout moment. En mettant en place un numéro unique, il faut d'ores et déjà pouvoir écarter les sollicitations du type ce patient qui est tombé dans l'escalier devant le bureau d'accueil, cette personne qui a fait un malaise vagal à l'entrée des urgences, etc. Donc le rappel de la définition dans les différents groupes de travail qui ont précédé la mise en place du numéro unique, ça a été un sujet de débat et un sujet de discussion assez important. La feuille de route de l'opération Code Bleu, alors elle est disponible pour tout le monde, on peut la trouver très facilement sur les différents sites, dont celui de l'ASPAR. Elle donne très bien les jalons à respecter pour mettre en place ce type de dispositif dans les établissements. On alerte sa communauté, on passe les différentes étapes et on met en place le projet. Très rapidement, sur le CHU de Lille en particulier, il y a une infrastructure déjà existante qui fait effectivement une aide pour la mise en place de ce type de numéro. On a une architecture qui possède déjà différents dispositifs que la plupart des établissements ont, notamment la protection des travailleurs isolés et les annuaires téléphoniques unifiés. Ce qu'on a fait de plus, nous, c'est qu'on a construit en interne avec nos développeurs une solution spécifique permettant de croiser les différents outils. Très concrètement et assez rapidement, parce que ce n'est pas forcément le point le plus intéressant, on a différents dispositifs d'appel dans l'établissement qui sont tous référencés, soit l'autocom qui géolocalise les différents téléphones internes suivant la borne la plus proche, donc c'est une localisation quand même très précise, à 5 mètres près. Un annuaire téléphonique qui référence l'ensemble des postes fixes dans l'établissement, donc là c'est encore plus précis puisque chaque téléphone correspond à un emplacement dans une pièce. Le serveur en centrale, il reçoit l'ensemble de ces sollicitations, il reçoit l'ensemble des appels, il les traite et il les transforme en l'ancien numéro qui était utilisé pour les équipes d'urgence vitale précédemment au 22-22. Donc c'est l'équipe du bâtiment concerné, la plus proche de l'appelant, qui est sollicitée par ce biais et qui peut ensuite intervenir. Donc, c'est très important, le terme de géolocalisation, je pense qu'il est un peu abusif ici. On n'est pas sur une géolocalisation de l'appelant, j'appelle au 4e étage du service de chirurgie, voilà. On est sur une localisation de l'équipe d'urgence vitale correspondant au bâtiment ou, si on arrive à faire plus fin, au service ou au pôle, qui correspond donc à la zone dans laquelle l'appelant passe son appel 22-22. Alors, en termes de communication, maintenant, les affichages, on a repris les affichages standards dans le but de continuer sur cette logique d'harmonisation à l'échelle européenne. On a changé tous les affichages dans l'hôpital, sur les documents qualité, sur les défibrillateurs. On a mené en parallèle toute une opération d'harmonisation de notre parc de défibrillateurs, des règles aussi d'usage des appels, notamment la règle du SAED qui a été rappelée à l'ensemble des équipes paramédicales. On a fait un communiqué de presse, à la fois pour nos équipes en interne, à la fois pour valoriser cette action à l'extérieur. Comme je le disais, on voulait vraiment aussi avoir cet effet d'entraînement. Je reviendrai un peu tout à l'heure sur la question du communiqué de presse. Et puis on s'est donné un objectif, une deadline, pour mettre en place ce dispositif. Et il nous semblait tout à fait pertinent de choisir la date du 22 février 2022.
Ainsi, on n'avait pas trop eu de soucis pour faire passer le message aux équipes dans l'hôpital. On avait trouvé une date assez pertinente. On revient aussi une année en arrière, au sortir de la crise Covid, avec un ensemble de projets complètement gelés. Ça faisait partie des projets assez fédérateurs, qui avaient été bien sûr discutés bien avant le Covid, jamais mis en place jusqu'au bout. Et donc là, on donnait une sorte d'élan aux sorties de crise. Alors, est-ce qu'on y est finalement plus d'un an après, on a fait une évaluation, enfin un peu moins d'un an après, donc février 2022, on a fait la première évaluation à la fin du mois de janvier 2023. Il y a des limites techniques, alors très spécifiques encore une fois à notre établissement, sur le rayonnement des bornes, des fameuses bornes DECT. On pouvait appeler les équipes même de l'extérieur de l'hôpital pour certaines bornes qui étaient le long des couloirs en bordure des bâtiments. Et puis surtout des pratiques internes encore de renvoi de téléphone sur un autre. Se pose la question du senior qui renvoie le téléphone sur son collègue ou sur quelqu'un d'autre. Et finalement tout ça bloquait le système. Bon, c'est corrigé quand même assez facilement. Des limites en termes de procédure, avec notamment cette confusion sur le rôle du numéro d'appel, sur le rôle des équipes d'urgence vitale intra-hospitalière, avec le fait qu'elles étaient appelées pour un peu tout et n'importe quoi. Alors la mise en place du 22-22, ça a fait exploser les appels sur ces équipes. Un numéro facile à retenir, une campagne de communication, et donc beaucoup au moment de la mise en place, de gens qui ont simplement voulu essayer. Donc les équipes étaient très, très contentes. Il a fallu rediscuter une fois la mise en place et au travers de l'évaluation de toutes les organisations informelles qui avaient été créées au fur et à mesure des années avec la mise en place de couches successives de numéros et d'organisations. Et donc en fait ça a suscité des débats et des discussions bien après la mise en place du dispositif pour pouvoir corriger ces pratiques, en arrêter certaines mais pas forcément toutes. Et puis configurer le bon niveau de sécurité, je veux dire par là le backup qu'on met à ce numéro en cas de non décroché sous X secondes, si on veut conserver, comme c'était dit précédemment, l'intérêt d'action rapide. Enfin, des limites matérielles, il faut un équipement dédié. Les équipes précédemment, avant la mise en place du 22-22, recevaient les appels sur leur propre téléphone en interne. Un numéro d'urgence vitale, il ne doit pas aboutir sur un téléphone déjà occupé, déjà en communication, et donc il faut des équipements qui interdisent l'appel. Ils ne peuvent que recevoir, l'appelant ne peut pas l'utiliser pour rappeler. Ils ne peuvent que recevoir des alertes. Il faut des systèmes de batterie en double pour avoir des équipements toujours chargés, et on se retrouve avec certains professionnels qui ont 3 ou 4 téléphones dans la poche, et donc les soucis de renvoi et autres que j'évoquais précédemment. En termes de qualité, de gestion des risques, de surveillance du dispositif, entre mars 22 et fin janvier 23, on a eu 16 déclarations d'événements indésirables qui étaient plus ou moins reliés à la mise en place du 22-22. Sur ces 16 déclarations d'événements indésirables, il y en a 6 qui étaient tout simplement l'intervention d'une équipe. Alors voilà, c'est déclaré en événement indésirable, mais ça ne veut pas dire que ça s'est mal passé. 3 problèmes techniques, notamment ce que j'évoquais tout à l'heure, les histoires de renvoi ou les histoires de bornes qui ne captent pas exactement là où on voudrait. Les appels inappropriés, donc tous ces appels qui ne relèvent pas de l'urgence vitale intra-hospitalière, associés à des problèmes de procédure, donc quand est-ce qu'on doit appeler, quand est-ce qu'on ne doit pas appeler. On a déroulé un plan d'action pour corriger ça, qui concerne une rediffusion, bien sûr, des consignes d'utilisation des dispositifs, un rappel des procédures et du périmètre d'action de ces différentes équipes d'urgence vitale, et puis un nouvel affichage spécifique. Et donc, je pense qu'on est arrivé à une conclusion, là, maintenant, au bout d'un an, 1 an et demi, avec une nouvelle affiche qui a été diffusée dans l'ensemble de l'établissement, dans l'ensemble des postes de soins, qui rappelle donc tout en haut les cas dans lesquels on peut solliciter ces équipes, mais qui met à disposition aussi les autres ressources qu'il ne fallait pas supprimer, qui sont les numéros à contacter en cas d'instabilité, d'aggravation et d'évaluation. Et on a refait cet affichage avec les numéros spécifiques par secteur de l'hôpital. Donc avec tout ça, est-ce qu'on a réussi notre objectif? Si je reprends ma petite carte du début, depuis qu'on avait mis ça en place et bénéficiant de ce critère de la HAS dans les manuels de certification, donc on pourrait dire qu'on l'a mis en place au CHU de Lille. J'ai vu d'ailleurs précédemment que c'était plus ou moins acté. On a été contacté très rapidement par les hospices civils de Lyon, qui ont d'eux-mêmes fait une mise en place. Le CHU de Bordeaux,
le CHU de Nice, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, les hôpitaux de Aubonne-Montmorency et le CH du Mans. Donc à ce jour, ce sont tous ces hôpitaux qui nous ont directement contactés pour essayer de mettre en place le dispositif chez eux. Ce que je ne sais pas, c'est à l'heure actuelle, est-ce qu'ils l'ont réellement effectué ou est-ce qu'on est encore à un stade de documents de travail et d'expérimentation en cours. Dans tous les cas, je pense que cette initiative a permis de faire avancer le déploiement du 22-22 dans un certain nombre de centres en France et j'espère que ça va pouvoir continuer. Je vous remercie.